Quand on pense aux ressources de l'arsenal militaire américain, on pense aux bombardiers furtifs, aux destroyers et aux tanks. Mais nous pourrions changer radicalement votre perspective. De nouveaux sous-marins américains sont en cours de construction. En particulier les sous-marins du bloc 5 de la classe Virginia, qui sont non seulement puissants, mais qui ont des capacités d'attaque nucléaire. Les premiers sous-marins Virginia ont été prévus en 1991 comme remplacement des sous-marins Seawolf, qui ont coûté environ 1 milliard de dollars de plus par unité. Bien que le développement ait été lent au début en raison d'un certain nombre d'obstacles technologiques, la première vague ou bloc de sous-marins de la classe Virginia a été mise en service entre 2004 et 2008. Depuis, un nouveau bloc a été mis en service tous les 4 à 6 ans et le premier sous-marin de bloc 4 est entré en service en avril 2020. Alors, qu'est-ce qui rend ces sous-marins si impressionnants? Une analyse du premier sous-marin du bloc 4, l'USS Vermont, en dit long. C'est le 3e navire à porter le nom de l'État de Green Mountain. Le premier Vermont était un navire de guerre de 74 canons autorisé par le Congrès en 1816. Et le deuxième Vermont était le cuirassé numéro 20, mis en service en 1907. Le nouvel USS Vermont est le premier des 10 sous-marins prévus du bloc 4 de la classe Virginia et mesure 115 mètres de long, a une poutre de 10 mètres et peut plonger à des profondeurs supérieures à 245 mètres. Lorsqu'il est submergé, il peut fonctionner à des vitesses supérieures à 45 km/h et à un déplacement de 7800 tonnes, avec un équipage de 132 personnes. De plus, comme tous les sous-marins de classe Virginia avant lui, il est alimenté par un réacteur nucléaire avancé. Bien que ces mesures physiques n'en fassent pas le sous-marin le plus grand ou le plus rapide au monde, c'est de loin le sous-marin d'attaque nucléaire le plus avancé sur le plan technologique. Cela est dû à ses impressionnants dispositifs embarqués. Par exemple, le sous-marin utilise un mât modulaire unifié plutôt qu'une collection de plusieurs mâts. Ceci est très utile car un mât unifié agit comme un outil tout en un pour détecter les environs du sous-marin, naviguer dans les plans d'eau, communiquer avec la base d'origine et détecter les communications ennemies et le radar. Il dispose également d'un propulseur à jet avancé qui est supérieur à une hélice à pales traditionnelle car il réduit le risque de cavitation et est beaucoup plus silencieux. Ces deux caractéristiques sont complétées par un système de contrôle électronique du navire, un module de système de commandement et de contrôle avancé, un générateur auxiliaire puissant, un système de combat intégré modernisé pour améliorer les capacités de guerre du sous-marin, un système électromagnétique pour détecter les mines et une chambre de verrouillage de 9 hommes qui agit comme un petit sous-marin amovible. Pour augmenter ses capacités de détection et de communication, il dispose également d'un système sonar impressionnant. Son premier composant est la Large Aperture Bow Sonar Array, qui a des capacités de détection passive améliorées. Le second est un sonar à fibre optique léger à large ouverture, qui fournit les données du capteur sonar au système de combat. Le troisième est une paire de sonars actifs haute fréquence montés dans la voile et la proue, ce qui permet une exploitation plus sécuritaire dans les eaux côtières, améliore la navigation sous la glace et améliore les performances de la guerre anti-sous-marine. Le quatrième composant est un sonar low-cost à réseau conforme qui fournit une couverture haute fréquence au-dessus et derrière le sous-marin. Les derniers composants sont un sonar tactique remorqué TB34 et un sonar à longue portée TB33 qui servent tous deux de capteurs acoustiques pour donner des oreilles aux sous-marins dans la zone qui l'entoure. En bref, ce système sonar assez compliqué est si efficace qu'il peut détecter les navires ennemis aussi loin qu'à 5000 km de distance. Pourtant, toute cette technologie n'inclut même pas les armes lourdes du sous-marin, qui se composent de plusieurs missiles de croisière Tomahawk et d'un certain nombre de torpilles à capacité avancée Mark 48. Ces torpilles peuvent être lancées à partir de l'un des 4 systèmes de lancement de torpilles, et les missiles de l'un des 12 systèmes de lancement vertical ou l'un des 2 tubes de charge utile Virginia. Il est intéressant de noter que les Virginia Payload Tubes seront probablement équipés de missiles de frappe globaux.
Composé d'un corps de glissement hypersonique commun et d'un propulseur à 2 étages de 87 cm, la marine affirme que ces missiles peuvent atteindre n'importe quelle cible dans le monde en l'espace d'1 heure. Si l'on en croit cela signifie que les missiles peuvent se déplacer entre Mach 10 et Mach 20, ce qui équivaut à une vitesse de 12 200 à 25 000 km/h. Cela pourrait faire de l'USS Vermont une pièce maîtresse pour les conflits futurs. Mais ces sous-marins impressionnants ont un prix. Les nouveaux Block 4, équipés du module de charge utile Virginia, coûtent 3,4 milliards de dollars par unité. Et les futurs Block 5 devraient coûter environ 2,45 milliards par unité. Le module de charge utile est un facteur important dans ce prix élevé. Mais la raison principale en est sa taille et sa capacité. Avec 25 mètres intégrés à la coque, ce module massif est composé de 4 tubes de charge utiles qui peuvent stocker jusqu'à 28 missiles de croisière Tomahawk, soit un total de 40 missiles de croisière, y compris les tubes d'étrave du sous-marin. Une mise à niveau massive de la puissance de feu du sous-marin, ces modules sont destinés à faire des sous-marins de la classe Virginia un remplacement efficace aux sous-marins de missiles guidés SSGN à la retraite. Ainsi, on ne saurait sous-estimer l'importance des sous-marins du Bloc 5 et de leurs modules de charge utile. Et comme l'a dit le contre-amiral David Goggins, un saut générationnel dans la capacité des sous-marins pour la marine. Ces changements de conception permettront à la flotte de maintenir la domination sous-marine de notre pays. Cependant, ces coûts pourraient bientôt être justifiés. La marine américaine a de grands plans pour ses sous-marins Virginia. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils ne seront pas seulement alimentés par l'énergie nucléaire, mais l'utiliseront aussi pour leurs armes. Cela ne veut pas dire que d'autres sous-marins avant les Blocs 4 n'ont pas utilisé d'armes nucléaires. Par exemple, le gouvernement américain a admis avoir testé le lancement d'une à 2 têtes nucléaires à faible rendement à partir d'un sous-marin de classe Ohio, l'USS Tennessee, en 2018. De plus, le rattachement d'armes nucléaires à des navires maritimes n'est pas nouveau. En fait, 22% de l'arsenal nucléaire des États-Unis est en mer. Toutefois, les États-Unis ont pour politique de ne pas confirmer ni nier la présence d'armes nucléaires à l'étranger. Mais leurs plans pour le Bloc 4 vont bien au-delà des simples missiles nucléaires. En effet, même s'il est probable que des missiles nucléaires soient à bord, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la marine prévoit d'y attacher des lasers à propulsion nucléaire. Bien que cela puisse ressembler à Star Wars, ce fut une surprise, car typiquement, les lasers ne fonctionnent pas bien sous l'eau. Toutefois, ces lasers qui auront une puissance de 300 à 500 kW proviendront d'un réacteur nucléaire qui produira environ 30 MW. Et avec ce laser à haute énergie monté sur le système de mât unifié, la réserve d'énergie du sous-marin est non seulement plus que suffisante, mais assez forte pour garantir que le faisceau laser ne se dissipera pas sous l'eau. Ce laser à haute énergie est efficace parce qu'il est un remplacement des torpilles et missiles pour lutter contre les cibles plus petites, comme un groupe de drones, des bateaux rapides ou des hélicoptères anti-sous-marins. Cette arme laser donnerait aux sous-marins un grand avantage dans les situations où les missiles et les torpilles seraient inefficaces. Compte tenu de tout cela, il ne devrait pas être aussi surprenant que de nombreux pays en dehors de l'OTAN n'aient pas été très friands des lancements d'essais nucléaires et du développement d'armes dans le cadre du programme des États-Unis. La Russie a été la plus critique du programme, mais même les membres du Congrès étaient divisés sur la question. Cependant, comme dans tout clash politique, il y a 2 facettes à l'histoire. L'essentiel des arguments des États-Unis en faveur des armes nucléaires à faible rendement repose sur leur utilisation comme défense. Par exemple, John Rood, le sous-secrétaire à la défense, a déclaré que le déploiement d'ogives nucléaires à faible rendement réduit le risque de guerre nucléaire en aidant à dissuader la Russie de déclencher un conflit. Ce sentiment est repris par le général Hyten, qui a déclaré que les adversaires des États-Unis croient que le déploiement d'une arme nucléaire à faible rendement ne serait pas contré par l'OTAN ou les États-Unis. Par conséquent, il croit que le premier rôle de cette arme serait de dissuader.
Après tout, les adversaires américains comme la Russie et la Chine sont connus pour avoir un stock d'armes nucléaires à faible rendement. Par conséquent, si les États-Unis ou l'un de leurs alliés devaient être attaqués par un seul pays, il serait approprié qu'ils aient un stock afin de pouvoir réagir. Cependant, au cours de la même réunion, on a demandé au général Hayton si les États-Unis avaient des cibles en tête pour les armes. Et le général Hayton a répondu « Je dirais simplement que oui, il y en a ». C'est inquiétant, parce que cela montre la volonté des États-Unis d'utiliser ces armes, non seulement défensivement, mais peut-être offensivement. De plus, Moscou a rejeté à maintes reprises les allégations des États-Unis selon lesquelles la Russie envisageait un conflit nucléaire. Après tout, la Russie a fait valoir qu'un conflit nucléaire limité se transformerait inévitablement en une véritable guerre nucléaire. Par conséquent, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a qualifié d'alarmant le fait que les États-Unis considèrent un conflit nucléaire de faible intensité comme une option réalisable. Enfin, il convient de souligner que le président des États-Unis, Donald Trump, s'est retiré du FNI avec la Russie en 2019 et que les Russes n'ont pas l'espoir que les États-Unis prolongeront le traité New START qui doit expirer en 2021. Étant donné qu'il s'agit du dernier accord de contrôle des armements entre la Russie et les États-Unis, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la Russie est inquiète. Pourtant, le Congrès a approuvé le développement de plusieurs ogives nucléaires à faible rendement pour les missiles balistiques sous-marins en 2018. Cependant, la question demeure. Les États-Unis cherchent-ils à déclencher une guerre nucléaire ou le pays tente-t-il simplement de se défendre contre une agression russe? La réponse à cette question n'est certainement pas claire pour l'instant. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre de voir. Vos commentaires sont les bienvenus. Restez informés sur les événements scientifiques et militaires en vous abonnant et en activant les notifications. Merci d'avoir regardé.